Bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la Vallée de l'Énergie en partenariat avec AFNOR Certification. Nous allons avoir le plaisir d'écouter ce matin Solène Guillet, Christophe Richard et Aude Leroy nous présenter la thématique de la qualité dans le nucléaire. Le webinaire est prévu donc de 10h30 à 12h. Il sera enregistré en audio-vidéo et disponible sur la plateforme de la Vallée de l'Énergie a posteriori. Je me présente, Michel Armand, je dirige ce cluster dont je vais vous parler en quelques minutes, avant de laisser la parole à nos invités pour ces questions autour de l'ISO, de la qualité, de la certification. Voilà, donc l'objectif, c'est de donner un panorama condensé autour de la qualité dans le nucléaire en appuyant assez fortement sur l'ISO 19443. Pour des règles de bon déroulement, on est sous un format webinaire textuel pour les questions, donc n'hésitez pas à les poser dans la partie conversation. Vous pouvez aussi lever la main si cela est nécessaire. Et puis, eh bien, je vais enchaîner directement. Alors, allons-y. Dans un premier temps, quelques mots sur la vallée de l'énergie. La Vallée d'énergie est un cluster qui existe depuis 2011, qui a vu son activité redéfinie en 2022. Il a une dimension régionale. Nous adressons donc Bourgogne-Franche-Comté qui, à travers son histoire, marque le domaine de l'énergie, hein, puisque aussi bien sur le Creusot, Chalon-sur-Saône, qui a une forte dynamique nucléaire, que sur Belfort-Montbéliard, nous adressons les énergies bas carbone qui Oh sont pardon. présentes, oui, ça va vite, hein, qui sont présentes dans la région. Donc, on n'oublie évidemment pas les ENR, le photovoltaïque et l'éolien, même si nous ne sommes pas la région la plus en puissance sur ces énergies bas carbone. Il y a néanmoins beaucoup d'hydraulique, du nucléaire, non pas sous forme de production, puisqu'il n'y a pas de centrale nucléaire, mais sous forme de fabrication de composants. L'hydrogène, bien entendu, avec Belfort, qui est tête de pont de la recherche depuis une dizaine d'années. Et puis le gaz naturel et le biogaz, vous connaissez probablement les turbines fabriquées chez GE à Belfort. Et puis la chaleur renouvelable au travers de startups qui font notamment de la récupération de chaleur fatale. Donc l'idée, c'est de produire plus et localement. Je suis désolé, ça va à peine trop Oh vite. pardon, excusez-moi, excusez-moi. Donc l'idée, c'est de produire plus et localement, fournir efficacement et consommer intelligemment. Voilà les missions que le cluster se donne au travers de ses activités d'appui et de formation de projets avec ses adhérents. Voilà, allons-y. Nous avons donc redéfini en 2022, avec mon arrivée et avec le président Alain Debasse, 5 missions. L'animation du réseau au travers de la synergie de ce cluster, des synergies de ce cluster, qui compte aussi bien des adhérents industriels que des adhérents académiques et d'autres structures associatives ou de soutien économique. Nous faisons de l'animation économique en appui avec l'Agence économique régionale et l'Agence de développement Nord-Franche-Comté. Nous avons une spécialiste projet et innovation, Unji Valgenwitz, qui se fait fort de participer au sujet d'innovation et de redéfinition des activités des entreprises dans ce domaine. J'ai un volet spécifique sur la formation et l'emploi avec les relations avec le monde de l'éducation, de la recherche. Et puis, nous avons aussi un volet communication et promotion qui est, on va dire, un des axes forts des clusters dans l'activité de promotion des énergies bas carbone pour la région. Un petit mot sur le slide suivant sur l'équipe. Donc, le président est Alain Dobas, il est salarié d'EDF basé à Besançon. Moi-même directeur, Unji Valgenwitz, ingénieur projet innovation. Et puis, nous avons en ce moment un apprenti, Salaïdine Otmani, qui s'occupe de la partie communication. Voilà, nous sommes basés à Belfort. Au sein de deux localisations, la CCI, bien évidemment pour les relations avec les industriels, mais nos bureaux principaux sont basés à l'intérieur d'un établissement de l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard, où nous pratiquons des activités surtout d'innovation. Alors,
En termes d'animation territoriale, en 2024, on a beaucoup de choses. Voudrais mettre l'accent sur trois points. Le premier, c'est le Jeu des Carbones, qui est une plateforme pour les industriels et qui aura sa première instance dans notre région le 14 novembre 2024. Donc, nous copilotons cette instance-là. Prenez-en date. Nous enverrons à tous ceux qui seront intéressés eh bien, les informations pour pouvoir venir le 14 novembre et assister à cette instance du salon Jeux des Carbones. Et puis deux autres points qui peuvent vous intéresser. Au travers, alors du coup c'est le slide suivant, au travers de la vallée de l'énergie, il y a le Festival de la transition écologique et numérique qui s'adresse avant tout aux élèves, étudiants et au grand public, puisque ce festival a pour but de promouvoir les bonnes pratiques, les métiers, et tout ce qui a rapport avec l'écologie et le numérique, puisque les deux sont liés, on pourra en discuter. Et puis, au travers de notre histoire, eh bien, nous participons à la vie du Club nucléaire Bourgogne-Franche-Comté avec d'autres membres que vous connaissez peut-être, notamment Nucléaire Vallée, Framatome, l'UIMM. Et c'est une structure, on va dire une superstructure au niveau régional qui a pour but de favoriser l'emploi et la recherche d'emploi et l'insertion des personnes soit en transition, soit en difficulté pour eh bien, renforcer cette filière nucléaire au niveau régional. Voilà. Le dernier slide étant les informations, on va dire, de communication. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur les réseaux sociaux professionnels, LinkedIn, YouTube et bien sûr notre site internet vallée-énergie.com. Et puis toute l'équipe et moi-même, nous tenons à votre disposition pour eh bien, de plus en plus d'informations sur notre cluster que nous vous invitons bien entendu à rejoindre pour eh bien, avoir plus de contact avec d'autres industriels et le monde académique. Voilà, je crois que j'ai tenu mes à peu près 5 minutes. Je vais laisser la parole à, je crois, Solène ou Aude, je ne sais plus qui commence. Alors, moi, je vais prendre le relais puisqu'on reste en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, je me présente, Solène Guillet, je suis déléguée régionale du groupe AFNOR pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, moi, ma mission auprès des entreprises de la région, c'est vraiment d'être la porte d'entrée pour vous, vers le groupe qui a plusieurs expertises, que vous ayez besoin de normes volontaires, que vous ayez besoin de les étudier, de les connaître ou de vous former ou de les utiliser. Donc, vous pouvez venir vers moi pour que je vous donne les informations ou que je vous mette en relation avec les bonnes personnes. Et si vous avez besoin également d'aller vers la certification, vous pouvez aussi vous adresser à moi pour que je vous oriente vers l'interlocuteur. Ça, c'est une partie de mes missions, mais ma mission principale reste vraiment l'animation en Bourgogne-Franche-Comté, d'ateliers, de formations, d'événements, en partenariat avec l'écosystème local, c'est-à-dire les partenaires, tels que la Vallée de l'Énergie, par exemple, mais on travaille aussi beaucoup, vous voyez les petits logos qui s'affichent en bas de la diapo. Et pour vous donner un exemple, on a par exemple avec la CCI Bourgogne-Franche-Comté, on anime un club expert énergie autour de la norme de management de l'énergie de 50 001. On a également avec le MFQ Bourgogne-Franche-Comté le lancement prochainement d'un club qualité et numérique pour faire le lien entre la démarche qualité et la digitalisation des process et des ateliers qui est forte en ce moment. Voilà. Et puis bien sûr la responsabilité sociétale qui est aussi un sujet important vers lesquels les entreprises ont besoin d'être accompagnées ou en tout cas qu'elles puissent connaître un petit peu les démarches. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je suis à votre disposition, sans problème. Voilà. Merci Solène. Donc les informations pour contacter les personnes du groupe AFNOR sont sur la dernière slide. Donc vous aurez bien sûr les mails. Et je vais commencer en me présentant. Donc Aude Leroy, moi je suis la chef de produit qualité, sécurité et sûreté d'AFNOR Certification, ce qui veut dire que au titre qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai été en charge de déployer le programme d'accréditation pour l'ISO 19443 et je suis également responsable de l'ISO 9001. Christophe, je te laisse te présenter. Ouais, bonjour à tous, donc Christophe Richard, comme c'est écrit, je suis ingénieur développement sur Lyon, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc j'ai un petit peu le même rôle que Solène, mais dans une région différente.
Et pourquoi je suis ici aujourd'hui? Parce qu'on a co-préparé cette présentation avec Aude et co-organisé avec Solène, parce que je suis aussi auditeur ISO 9001 et ISO 19443. Donc je vais pouvoir apporter un peu de technique, on va dire, et répondre à vos questions le maximum possible. Très bien. Écoutez, on va se plonger. Je ne sais pas si vous avez en tête le déroulé, mais je vais vous le refaire rapidement. Là, le propos, ça va être de vous donner un vernis de connaissances sur que sont les normes de système de management déjà. Après, de s'intéresser à la 9001, voilà, comment elle fonctionne de façon très, très rapide, avant de s'intéresser au contexte de déploiement de la 19443 et de ce qu'elle a de distinct par rapport à la 9001. Donc, n'ayez pas peur, les slides sont chargés. Le propos, c'est que vous puissiez les lire tranquillement. Et nous, on va juste faire des petits points de focus sur certains sujets par rapport à ces différents thèmes. Donc, bon, déjà, nous sommes à FNOR, nous parlons de normes. Qu'est-ce que c'est qu'une norme? Alors, une norme, c'est le résultat d'un consensus. Ça, c'est extrêmement important. C'est un document qui est construit par les parties prenantes pour servir à tous. L'objectif, c'est d'avoir des dispositions qui sont claires, qui ne sont pas ambiguës et qui permettent d'améliorer la communication, les échanges internationaux. En anglais, c'est standard, c'est une standardisation de pratiques. Donc ça, voilà, vous avez la petite définition ISO qui est indiquée. Quand on parle de normes, il faut se demander bien sûr dans quel cadre est-ce qu'on la déploie. Le plus souvent, c'est un fabricant, un prestataire de service qui décide d'aller vers une norme ou qui est sur une norme qui est imposée de fait par soit par le type d'activité qu'il réalise, soit par un donneur d'ordre, un client qui lui impose de suivre une norme. De façon générale, sur les normes de système de management, on va le voir, il n'y a pas forcément de cadre réglementaire. Ça peut être le cas, par contre, pour certaines normes de certification produits, par exemple. Justement, on commençait à parler de type de normes. Il faut bien comprendre que, enfin, juste pour répondre à la côté: «Ah ah, il y a trop de normes», il y a des normes qui définissent typiquement les grandeurs. Pour qu'un litre soit un litre, il faut qu'il y ait une norme derrière qui dise qu'est-ce que c'est qu'un litre. Donc voilà, il y a des normes fondamentales qui bordent, en fait, qui sont présentes dans notre vie au quotidien, même si on ne s'en rend pas compte. C'est pour toute terminologie, les symboles, la métrologie, et cetera. Vous avez ensuite des normes donc de spécification, qui sont vraiment des normes très, très techniques sur, tous les types, d'industries possibles et imaginables. Vous avez des normes, on va dire métrologiques pour faire, simple, au titre donc des essais, des analyses. Donc ça, c'est voilà, tout ça est très, très, factuel. Aujourd'hui, on va s'intéresser à 2 normes d'organisation, donc des normes de système de management. Donc là, on est plutôt sur de la gestion système. La définition, vous l'avez en dessous, même si elle est un petit peu, ardue. Néanmoins, voilà, le propos, c'est d'avoir, des activités qui sont, opérationnelles et qui sont gérées de manière à être le plus efficace possible et à se donner la latitude de l'amélioration. Bien sûr, c'est ce qu'on va aborder de façon un petit peu plus poussée. Juste pour la petite info, voilà, toutes les normes sont soumises à une enquête publique tous les 5 ans. Ce qui veut dire que pour que l'ensemble du catalogue des normes qui existent reste, pertinent, tous les 5 ans, il est demandé à l'ensemble de la population, n'importe qui peut s'inscrire. Vous pouvez vous inscrire sur Normes Info pour être alerté sur les normes qui vous intéressent de l'arrivée d'une enquête, systématique. Tous les 5 ans, on va vous demander: est-ce que vous voulez la modifier, la supprimer, la conserver en l'état? Donc ça, c'est extrêmement important parce que c'est ouvert à tous et c'est le moment où on vous met, à disposition un petit questionnaire et c'est vous qui voilà, c'est l'ensemble des personnes et ça va être, à la majorité, ce qui va être décidé, ce qu'on fait de telle ou telle norme. Donc je vous invite encore une fois à vous inscrire sur Normes Info, pour avoir cette visibilité. Là, on va donc se focaliser sur les normes de système de management. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc les normes de système de management, dont bien sûr, la plus importante est la 9001, c'est le socle de base, elles ont toutes le même plan. Ce plan, il s'appelle l'Harmonized Structure, donc HS. Et en fait, le propos, c'est d'avoir une communauté en termes de définition, en termes de l'organisation, ce qui permet de les intégrer. Pour certains d'entre vous, ça parlera, le QSE, c'est-à-dire qualité, sécurité, environnement, qui est le triptyque de base. Ce sont les normes les plus répandues et ce sont des normes qui sont donc sur le même plan,
Et en tant que responsable qualité, c'est beaucoup plus aisé de pouvoir déterminer ce qui relève de l'ajout pour l'une et l'autre. Donc, dans ces normes de système, vous en avez qui sont transverses, c'est-à-dire qui vont s'intéresser à une thématique. J'ai évoqué QSE, donc voilà, vous avez l'ISO 9001 sur la qualité, la 14001 sur l'environnement, la 45001 sur la sécurité. Vous en avez d'autres thématiques, hein. J'ai écrit 50001, donc énergie, 27001, sécurité de l'information. Enfin voilà. Donc, à chaque fois, un thème. C'est à distinguer des normes sectorielles, qui donc là sont le plus souvent fondées sur la 9001, avec des ajouts qui sont vraiment à destination de tel ou tel domaine. Et donc, on va aborder plus précisément aujourd'hui l'ISO 19443, qui est donc la 9001 appliquée à la supply chain de l'énergie nucléaire. Parmi toutes ces normes, celles que l'on connaît le plus facilement sont les normes qui donnent lieu à des certifications. Toutes les normes ne donnent pas lieu à des certifications. Vous en avez un certain nombre qui sont des normes guides, qui sont donc des guides de bonnes pratiques, des explications, et cetera. Donc, il faut penser que derrière une ISO 9001, par exemple, vous avez une 9000 avec des définitions et une 9002 qui est un guide d'application. Donc voilà, c'est pour, n'hésitez pas, hein, à poser des questions et j'y répondrai, mais sur cette partie en tout cas. Mais voilà, c'est pour vous faire très, très rapidement le panel, de ce qui existe. Vous pourrez entendre, voilà, ce petite info, également, parler de HLS, High Level Structure, ce qui était l'ancien nom, en fait, de la structure harmonisée, pour le déploiement des normes de système de management. Je vais passer la parole à Christophe, Ouais, merci Aude. je t'en Et prie. effectivement, quand on parle de structure harmonisée, donc là, on vous a représenté ce qui est dans l'ISO 9001, mais finalement, c'est valable pour toutes les normes de système de management depuis une dizaine d'années maintenant. On a, comme le disait Aude, la même structure. La même structure, c'est vraiment le même plan finalement de la norme. Il y a 10 chapitres, c'est tout le temps les mêmes. Et forcément, vu que c'est les 10 mêmes chapitres, bah, grosso modo, à l'intérieur, on a des choses qui sont très très proches, voire complètement identiques. Il y a certaines normes, il y a carrément des copier-coller d'une norme à l'autre, ce qui facilite la compréhension, ce qui facilite l'intégration de plusieurs thématiques différentes. Et bah, voilà, on voit qu'on parle, bah, au chapitre 1, 2, 3, c'est vraiment plutôt une sorte d'introduction, domaine d'application, les références, les termes et définitions avec les définitions des vocabulaires. Et puis après, on rentre dans le corps de la norme où il y a les exigences, donc chapitre 4 jusqu'à 10, où on passe de toute la partie contexte, organisation, engagement de la direction, planification du système. Puis après, on parle, chapitre 7 et 8, de la partie plutôt organisationnelle, avec toutes les fonctions support et les activités opérationnelles, concrètes, le métier même de l'entreprise. Ensuite, on va sur la partie évaluation, donc là, on va contrôler, on va vérifier que tout fonctionne bien. Ou pas d'ailleurs. Et enfin, sur la dernière partie, la partie amélioration, bah, tout ce qu'on a vu qui fonctionnait bien, pas trop bien, ou qu'on peut potentiellement améliorer, bah, là on va essayer de l'améliorer. Et tout ça dans la boucle, comme vous voyez, qu'on a mis au milieu, le fameux PDCA, la route d'Hamming, la boucle d'amélioration continue, vous l'appelez comme vous voulez. Mais c'est ce qui fonde aujourd'hui tous les systèmes de management, dont l'ISO 9000. Alors évidemment, puisqu'on vous a dit que l'ISO 19443 était sur la même organisation que l'ISO 9001, bah, l'ISO 19443 va reprendre exactement la même structure en 10 chapitres et va apporter des compléments à l'ISO 9000. Alors partons sur l'ISO 9001 pour commencer, pour bien comprendre de quoi on parle. Puis peut-être qu'il y en a ici qui ne connaissent pas très bien. Donc l'ISO 9001, aujourd'hui, elle est en version 2015. Alors, petite information, elle est en cours de révision, donc elle devrait sortir 2025, peut-être début 2026, une nouvelle version qui ne sera pas un bouleversement, ça sera grosso modo la même norme qu'aujourd'hui, avec quelques modifications, a priori. On ne le sait pas tant que c'est pas sorti, mais a priori, c'est là-dessus que ça part. Donc l'ISO 9001, on vous l'a dit très rapidement, c'est une norme de système de management qui parle de qualité. Quand on parle de qualité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire fournir des produits ou des services conformes et répondre à la satisfaction des clients et l'améliorer, sa satisfaction des clients. Voilà, deux choses, produits ou services conformes en fonction de ce que vous faites dans votre entreprise et améliorer la satisfaction de vos clients. C'est relativement simple, mais derrière, ça demande beaucoup d'éléments. L'avantage avec cette ISO 9001, comme à peu près toutes les normes de système de management, c'est qu'elles sont faites pour s'appliquer à tout type d'organisme, quelle que soit sa taille, son organisation, ses produits, ses services, tout ça. Aujourd'hui, sur l'ISO 9001, on audite des associations, des entreprises unipersonnelles, des TPE, des PME, des grandes entreprises, des groupes cotés au CAC 40, des groupes internationaux. Voilà.
tout type d'organisation, tout type de travaux, de produits ou de services qu'ils peuvent faire. Cette norme, elle va donc un peu plus loin, évidemment, pour parler des produits conformes et de la satisfaction client. Elle va orienter un petit peu l'entreprise et va définir notamment ce qui est attendu en termes d'orientation, en termes de pilotage et en termes de fonctionnement attendu d'une organisation pour répondre aux exigences de l'ISO 9001. Elle donne des bonnes pratiques sur à peu près quoi faire, mais jamais comment. C'est notamment pour ça qu'elle peut s'adapter à tout type d'organisme, parce que comme elle ne dit pas le comment, c'est à l'organisation même de décider comment est-ce qu'elle va répondre à ces exigences, à ces demandes, comment est-ce qu'elle va répondre à la satisfaction de ses clients, comment est-ce qu'elle va répondre à avoir des produits conformes. C'est vraiment à l'entreprise de décider. Pareil au niveau de la documentation, pas d'exigences particulières, mais il y en a quelques-unes, mais pas trop. C'est vraiment au besoin de l'entreprise de s'adapter sur la partie documentation, sur les moyens, l'organisation qu'elle met en place. L'exemple type qu'on a mis, on demande de mesurer la satisfaction des clients, mais on ne dit pas comment. Donc on fait vraiment comme on veut, des enquêtes, des audits, des questionnaires, des entretiens, vraiment comme on veut. On demande juste de mesurer la satisfaction, à vous de voir comment vous allez le faire après derrière. Une chose importante dont on parle très peu, c'est que l'ISO 9001, qui est la plus ancienne des normes de système de management, aujourd'hui elle a un peu plus de 40 ans, elle se base sur des principes de management. Donc il y en a 7, ils sont inscrits ici, et c'est vraiment tout ce qui fait la force un petit peu de ces normes de système de management, c'est ces principes-là, qui sont plutôt orientés qualité, mais qui s'appliquent quand même de manière quasi identique à l'ensemble des systèmes de management, en parlant. Ils sont classés du premier au dernier en disant ceux qui sont le plus en haut de la liste ont le plus d'impact. Donc l'orientation client, je pense que ça se comprend assez facilement. Ça veut dire que votre organisation, votre entreprise doit être orientée pour le client. Vous ne travaillez pas pour vous ne travaillez pas pour vous faire plaisir ou pour faire plaisir à avoir des produits qui sont jolis. Vous travaillez pour répondre aux clients, et ça dans toute l'entreprise. C'est-à-dire que même les gens qui n'ont pas de relation directe avec le client doivent être dans une orientation client, donc de penser client dans tout ce qu'ils réalisent, en se disant ce que je fais là, ça sert à ça et ça et ça, parce que derrière, il y a un client qui attend une réponse de nous, un produit ou un service, selon ses attentes. Le leadership, le deuxième principe de management aussi, il est relativement simple à comprendre, c'est vraiment ce qu'on appelait par un moment l'engagement de la direction. On a utilisé le mot plutôt anglais, mais qui est maintenant valable dans le vocabulaire français. C'est vraiment de s'impliquer, de montrer son engagement dans l'organisation, et puis évidemment de fournir les moyens nécessaires à ce que l'organisation fonctionne bien. Et ça va de pair évidemment avec l'implication des collaborateurs. Donc là, c'est vraiment l'impliquer l'ensemble des collaborateurs, quels qu'ils soient, dans l'organisation, dans la démarche qualité et dans l'ensemble des démarches que vous pouvez mettre en place dans votre organisation. L'approche processus, c'est aussi un principe de base. Alors ça se comprend peut-être un petit peu moins facilement, mais je vais essayer d'expliquer assez basiquement. Pourquoi l'approche processus est un principe? Tout simplement parce que les entreprises, ça existe depuis des centaines d'années, on n'a rien inventé là-dessus. Par contre, on s'est rendu compte par l'expérience que l'approche processus, c'est-à-dire découper les activités de cette manière, donc par différents processus, et piloter ces regroupements d'activités ensemble pour atteindre des objectifs, c'est ce qui fonctionne le mieux, tout simplement. On n'a rien trouvé mieux jusqu'à présent, donc c'est pour ça qu'on l'érige en principe de management et qu'on l'impose dans les systèmes de management. Et ça va très bien avec le 5e principe, qui est la partie amélioration. Toutes les normes de système de management sont basées sur l'amélioration. Je voulais le montrer déjà au niveau de la structure. On parle toujours d'amélioration, de boucle d'amélioration. Et c'est toujours le principe d'essayer de faire mieux qu'avant. Donc on essaie toujours de s'améliorer, d'autant qu'aujourd'hui, avec les bouleversements, les modifications qu'il peut y avoir, on parlait de digitalisation tout à l'heure avec Solène, on peut parler aussi d'intégration des nouvelles générations, on peut parler aussi d'intégration de l'IA, des nouvelles façons de travailler, du télétravail, et ainsi de suite. On reste toujours dans une dynamique d'amélioration continue, ne serait-ce que pour ne pas régresser, puisqu'il faut toujours changer, toujours s'améliorer. Les 2 derniers aussi sont assez compréhensibles. Prise de décision fondée sur des preuves, on encourage évidemment les organisations à prendre des décisions basées sur des éléments factuels et pas sur juste du ressenti. Et puis enfin, on n'est pas tout seul, on travaille avec un certain nombre d'organisations, des fournisseurs, des clients, des prestataires,
avec des collaborateurs, bien évidemment, avec une direction, avec tout un tas de parties intéressées, on appelle ça dans les systèmes de management. Donc, en gros, toutes les personnes ou organisations qui ont une influence sur notre organisation à nous ou qu'on peut nous-mêmes influencer ou qui peuvent se sentir influencés par notre activité, et ben, forcément, on va manager les relations qu'on peut avoir avec eux pour que ça se passe le mieux possible, dans notre propre intérêt, puis dans leur intérêt à eux aussi, quelque part. Parce que si eux, ils vont bien, quelque part, ça peut aussi nous aider à nous aller bien. Donc ça, c'est pour ne pas oublier qu'on n'est pas tout seul. Tout à fait. Approche systémique. Voilà un petit peu ce que l'ISO 9001 apporte. Évidemment, je ne suis pas rentré dans le détail des exigences, mais c'est un webinaire, on n'a pas encore le temps de tout faire. Tout à fait. Merci Christophe et on y arrive, donc je vais reprendre la main sur la partie 19443 pour vous faire un petit point sur sa genèse. Déjà, que vous compreniez un petit peu d'où elle vient, cette norme. Donc, il faut penser que donc l'ISO 19443, c'est une norme qui est récente, hein, qui a été publiée en 2018. Mais qu'est-ce qui se passe, avant? En fait, avant, il y a eu la publication, d'un document qui s'appelle le NSQ 100 et en fait, qui a été travaillé par une association internationale qui s'appelle NQSA et donc le NQSA, dedans, parmi les membres, il y avait Areva à l'époque et pas mal d'acteurs internationaux, je peux vous citer Mitsubishi ou Rolls-Royce, voilà, des grands du nucléaire qui, en fait, ont voulu mettre ensemble la réglementation américaine, qui est donc la SME NQA1, hein, je vous passe le détail, les recommandations de l'organe de l'ONU dévolu à la sûreté nucléaire, donc l'AIEA, et des exigences, eux, qu'ils avaient sur leurs fournisseurs, donc spécifiquement Areva. Et l'idée, c'était de mettre tout ça dans une dynamique de standardisation des exigences, d'avoir quelque chose qui soit un tronc commun applicable à tous. Donc, dynamique intéressante. Ce projet a été repris au niveau de l'ISO, donc ce document a été une des données d'entrée avec la mise à jour des règles, des règles, on va faire simple, de l'AIEA et le fait de se greffer sur la 9001, ça a lancé des travaux au niveau de l'ISO, d'où publication en 2018 de la 19443. Là, dans le tour de table, pour la partie française, vous aviez Orano, Framatome, EDF. Vous aviez également l'autorité de sûreté nucléaire. Vous aviez également le CEA. Enfin, voilà, vous aviez tous les grands acteurs et comme je le disais tout à l'heure, consensus. Donc, vous avez aussi bien des experts réglementaires que des industriels, que de toute taille d'ailleurs, que des organismes de certification qui participent à ce type d'écriture. Donc voilà, en 2018, vous avez donc la première version de la 19443 qui sort et tout ça va très, très vite. En 2019, c'était déjà un document qui était dans le programme, Excel d'EDF. Donc EDF s'était doté d'un programme, encore une fois, je fais très court, mais si vous avez des questions, on ira plus en détail. Il s'était doté d'un programme d'excellence opérationnelle pour, la maîtrise du parc, des centrales, très simplement. Je 2019, je ils sais avaient pardon? je sais pas si vous avez un petit peu la mémoire, pour tous ceux qui sont ici, mais c'est vrai que dans les années donc 2018-2019, c'est suite aussi à tous les déboires qu'il y a eu dans le parc nucléaire français, Ouais, qui a clairement. apporté pas mal de problèmes de sûreté nucléaire, qui a fait que EDF a lancé donc le programme Excellence, hein, pour redevenir un niveau d'excellence opérationnelle et à intégrer effectivement les aspects sûreté, demandés aussi par l'autorité de sûreté nucléaire. Donc, Tout à fait, tout à fait. Le propos, c'était suite à donc un rapport assez conséquent, qui avait été, mandaté pour les parlementaires et le PDG d'EDF, de l'époque. Il y avait voilà, des constats de problématiques qu'il fallait adresser. Le programme, Excel, c'est la réponse à ça et bizarrement, ils avaient, déjà, en tête, l'ISO 19443 pour adresser la partie maîtrise, de la sous-traitance, bizarrement. À partir de là, il y avait tout de suite, dès 2020, en fait, dès la publication, en fait, de l'ISO 19443, vous avez les travaux sur le cadre d'accréditation, pardon, qui ont été lancés par les mêmes acteurs. Donc vous aviez le même tour de table et les acteurs qui donc déployaient étaient en train de finir d'écrire la 19443, étaient déjà en train de commencer à travailler à un cadre d'accréditation, ce qui veut dire
une norme qui puisse border les activités des organismes de certification qui vont certifier sur la 19443. Donc ça, c'est assez rare pour être notable. Dès 2020, vous aviez la publication donc de l'ISO TS 23406, qui est un texte qui intéresse les organismes de certification qui veulent délivrer l'ISO 19443 sous accréditation. Encore une fois, c'est quelque chose qui a été voulu par les grands donneurs d'ordre du domaine. En parallèle, nous, organismes de certification, étions sollicités par ces donneurs d'ordre parce que voilà, ils voulaient être sûrs que tout le monde soit bien au clair sur l'attendu et ils demandaient un coup de main, entre guillemets, pour expliciter la chose et aider à accompagner la filière de Alors façon juste, si je me générale. permets, Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que veut dire l'accréditation? L'accréditation, en fait, c'est les organismes de certification comme AFNOR Certification qui sont accrédités, donc autorisés, si on peut dire, contrôlés par le COFRAC, donc l'organisme ça. d'accréditation français, euh, pour délivrer une certification dans un certain cadre. Aujourd'hui, dans le monde et en France notamment, n'importe qui peut délivrer une certification. Mais une De système. certification de système de management, enfin, n'importe quelle Mmh. certification de système de management, n'importe qui peut délivrer. Demain, si vous voulez faire un audit, délivrer un document écrit je certifie que telle entreprise est certifiée ISO 9001, vous avez le droit dans l'absolu. Néanmoins, il y a un cadre qui s'appelle l'accréditation. Quand on parle de certification sous accréditation, ça veut dire que l'entreprise est certifiée par un organisme de certification qui lui-même est contrôlé par le COFRAC dans son organisation, dans les compétences des auditeurs. Bref, je passe le détail, mais ça veut dire qu'il y a un cadre réglementaire quelque part qui fige la façon de travailler. Donc c'est pas n'importe qui peut devenir accrédité du jour au lendemain. Loin de là, il y a un certain nombre d'exigences à respecter, d'organisation, voilà, tout ça, qui sont assez conséquentes et qui du coup fait une grosse différence entre les entreprises qui sont certifiées sans accréditation et les entreprises qui sont certifiées sous accréditation. Il y a un gage de confiance et de qualité finalement de l'audit de la certification qui est autre quand il y a une accréditation. D'où l'importance de ces exigences d'accréditation et qu'elles ont été travaillées par les grands donneurs d'ordre du nucléaire. Tout à fait et enfin là, pour vous dire, en avril, il y avait la journée du GIFEN du syndicat de la filière, nucléaire, heu, pendant laquelle il y avait une présentation commune de EDF et de Framatome. Ils ont insisté très, très lourdement sur le fait que les certifications, qu'eux attendent, c'est des certifications sous accréditation. Quand je vous disais qu'ils étaient parfaitement au courant du cadre et qu'eux voulaient aussi, pouvoir donner des exigences spécifiques qui allaient s'appliquer pour les organismes de certification, c'est quelque chose qui est très, très bien compris de leur côté, hein. Donc, merci, oui, Christophe, tu as raison de faire la remarque parce que c'est vrai que tout le monde ne sait pas qu'en certification de système, eh bien, nous-mêmes, organismes de certification, si nous le décidons, comme c'est le cas bien sûr d'Afnan Certification, eh bien, nous soumettons à un cadre d'exigence qui est très, très, contraignant. Donc, j'ai indiqué, oui, qu'il y avait cette demande d'accompagnement, enfin d'accompagnement, c'est-à-dire, voilà, l'idée c'était d'être tous sur la même longueur d'onde, au titre de ce qui était l'attendu des donneurs d'ordre et de ce qui allait arriver, sur ce que l'on sait aujourd'hui, hein, au titre de la redynamisation du secteur nucléaire. À partir de 2021, c'était très, très clair, c'est dans la procédure de qualification des fournisseurs d'EDF, vous avez indiqué la 19443. Il est demandé une conformité encore aujourd'hui, c'est pas demandé une certification. Ça, par contre, ça dépend du niveau de risque de votre activité. Voilà, ils vont avoir des demandes qui vont être, supérieures, bien entendu, plus le produit ou le service est critique. De façon générale, quoi qu'il arrive, ils demandent à l'ensemble de leurs fournisseurs, donc pour la partie nucléaire de leur activité, de se conformer à l'ISO 19443 et donc ce depuis 2021. Christophe l'indiquait, les organismes de certification, il a fallu qu'ils se mettent, à l'accréditation. C'est un processus qui est lourd et donc entre une demande et l'obtention, de la même façon qu'entre commencer à s'approprier des exigences de système, de management et la certification, vous avez un délai, eh bien, il y a un délai également pour les organismes, de certification pour être accrédités. Donc en 2022, vous avez eu les premiers organismes de certification qui ont pu délivrer cette prestation sous accréditation. En parallèle, puisque je vous disais qu'on nous demandait,
nous, organismes de certification, et j'ai envie de vous dire particulièrement AFNOR Certification à travers mon travail, d'aider la filière à mieux s'approprier ces exigences. Le résultat, ça a été les clés de lecture de l'ISO 19443 que vous pouvez trouver. C'est un lien que je vous mets là, mais si vous voulez, vous pouvez aller directement sur le site de Filiance, qui est un organe qui est en gros au sein duquel discutent les organismes de certification et d'inspection. Donc c'est Filiance qui a publié ces clés de lecture de l'ISO 19443 que vous pouvez aller regarder, dans lesquelles il y a une explicitation des exigences importantes telles que comprises par les grands donneurs d'ordre, tout de même intéressant. Et vous avez derrière des fiches spécifiques à certaines exigences qui expliquent pour celles-ci, qui les relisent pour qu'elles soient peut-être plus faciles à comprendre pour des gens qui n'ont pas l'habitude du langage système de management. Ensuite, vous avez une explicitation de l'attendu. Et dans la deuxième version là, qu'on a publiée, qu'on a donnée officiellement au GIFEN lors de la World Nuclear Exhibition de novembre, il a été remis donc au GIFEN officiellement par Filiance, la V2, dans laquelle on a pu mettre le retour d'expérience de ces dernières années de certification avec des bonnes pratiques. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on en est maintenant à avoir suffisamment de recul pour dire, au titre de cette exigence-là, faire ça aussi, c'est intéressant. Donc voilà, je vous invite à aller regarder. C'est donc quelque chose sur lequel on a travaillé à plusieurs organismes de certification sur la version 2. En parallèle, il y avait des petits soucis, on va dire, d'application de la norme d'accréditation qui avaient été détectés, sur lesquels on a pu travailler en déclenchant une révision de cette norme ISO TS 23406, avec donc une pondération importante, c'est-à-dire une réduction, hein, pour faire simple, des durées pour les multisites et la possibilité, en fait, pour des entreprises qui ne sont pas encore dans le domaine du nucléaire d'intervenir. Ça, c'était quelque chose qui n'était pas clair dans la précédente. Maintenant, il y a un cadre pour indiquer, voilà, vous n'avez pas encore d'activité sur la sûreté nucléaire. Néanmoins, vous pouvez aller vers la 19443, vous l'aurez compris, à partir du moment où elle est demandée pour EDF, forcément, ça limitait le marché pour les nouveaux arrivants s'ils ne pouvaient pas se faire certifier dessus. Donc maintenant, c'est quelque chose qui est possible. En 2023-2024, là, on en est à plus de 100 organismes à travers le monde qui sont certifiés sous accréditation. On est à 100, je vous dis, et il y en a 80 en France, hein. Donc on est vraiment fer de lance, la France, sur ce sujet. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on est en train de montrer en fait notre niveau de compétence au travers d'un référentiel qui est extrêmement exigeant. Et tout ça, ça challenge le secteur pour la France et ça montre notre meilleur visage à l'international. C'est une norme donc, qui va se déployer à mesure de temps. Là, il y a déjà plusieurs pays que ça intéresse, mais la France est un peu le fer de lance. Donc, cocorico. Et pourquoi ça donc tout bêtement, parce que donc, vous avez compris, hein, tout ça s'est passé autour des années 2020. En 2021, vous aviez la publication du rapport RTE, Futur énergétique, qui en fait était sur comment on atteint nos objectifs bas carbone à 2050 et avec quel mix de quelle énergie. Donc là, nous avons des sachants sur les différentes énergies, mais tous n'ont pas forcément lu ce rapport que je vous invite à consulter. Et donc, d'ailleurs, il y a des articles de synthèse qui sont extrêmement bien faits. Je vous en ai sorti juste un petit extrait visuel pour que vous vous rendiez compte. En fait, le propos, c'était de déterminer pour la France, donc, quels étaient les scénarios les plus intéressants au titre du mix énergétique des différentes énergies à appliquer pour les années à venir. Il y a un facteur qui est juste basique, c'est combien ça coûte par an. Et vous voyez les petits chiffres qui sont en haut, c'est en nombre de milliards par an d'investissement. Vous constaterez également que plus la partie jaune augmente, moins ce chiffre est élevé. Et donc voilà, vous avez très clairement là la justification pécuniaire, si j'ose dire, de l'importance de la conservation d'une partie non négligeable dans notre mix énergétique du nucléaire. Qui dit conservation d'une portion non négligeable du nucléaire dans notre mix énergétique, dit maintien de notre parc et dit renouvellement de notre parc nucléaire à date. Eh bien, vous voyez, hein, octobre 2021,
En novembre 2021, Emmanuel Macron était dans nos salons à la télévision en train de nous dire que c'était très important de s'intéresser à cette énergie. En février 2022, il annonçait à Belfort la relance donc de la grande aventure du nucléaire civil en France. Ce qui veut dire, en vrai, en face, construction d'au moins 6 EPR2. EPR2, c'est une forme de, enfin voilà, c'est une technologie de centrale, mais en gros, voilà, dire c'est des réacteurs à pression. Potentiellement 8 supplémentaires. Donc, vous voyez, c'est pas du tout anodin, hein. Et je vous invite à bien regarder également. L'objectif, c'était de mettre en service à 2035. Au titre de la construction d'une centrale ex nihilo, ce n'est rien du tout. Il y aura des réacteurs uniquement qui vont être greffés sur des centrales existantes. Mais bon, néanmoins, 2035, c'est demain. Donc là, on est sur un cadencement très, très rapproché sur les constructions à venir. Je reviens sur ma 19443. Elle s'applique à qui, cette 19443? Bon, vous l'avez compris, c'est pour les fournisseurs. Là, le premier à l'avoir mis en dur, ce sont les fournisseurs, c'est pour la qualification des fournisseurs pour EDF. C'est également le cas côté Framatome, hein, très clairement, hein. Comme je vous le disais, ils étaient tous les deux en train d'expliquer, là, il y a très peu de temps, le déroulé de leur attendu au titre du nombre de leurs fournisseurs qui étaient concernés. Donc c'est très, très clair, hein, de leur côté, c'est plus vous êtes critique, plus vous y allez vite, mais le propos c'est d'avoir, tout le monde à terme, hein. Il y a énormément de métiers dans le domaine du nucléaire. Tous ne sont pas concernés par la 19443. C'est pour ça que je tenais à faire un point là-dessus. Particulièrement les installations nucléaires de base, donc ceux qui sont ciblés au titre de l'arrêté du 7 février 2012, n'en font pas partie. Vous avez une exclusion du domaine, c'est-à-dire ce n'est pas l'exploitant, ce n'est pas la centrale elle-même qui va être certifiée 19443. Néanmoins, vous avez tout ce qui va autour, hein. Donc, concerner l'extraction, la concentration, au titre, moi, en tout cas de mon interprétation, hein, donc celle de la certification sur le domaine d'application de l'ISO 19443, il est considéré que ce n'est pas concerné. Tout ce qui est mine, pour faire simple, hein. Parce que voilà, vous n'êtes pas encore tout à fait dans le domaine pur de la chaîne du combustible. Néanmoins, dès que vous passez à la conversion, l'enrichissement, la fabrication, vous êtes là dans la partie chaîne du combustible du domaine nucléaire. Vous êtes tout à fait concerné. Partie donc centrale, je vous l'ai évoqué, la centrale elle-même, au titre de ses activités, n'est pas concernée. Néanmoins, une centrale, hein, Christophe le sait, c'est aussi énormément d'intervenants. Donc vous avez, voilà, tout ce qui est fournisseur, même sur site, vous avez tout ce qui est achat, vous avez de produits en externe, donc chez des fournisseurs de produits. Vous avez tout ce qui est fournisseur de services divers et variés, dont services intellectuels, hein, qui sont concernés. Pour dire à ce stade, il y a. Pardon? La seule chose qui n'est pas concernée finalement, c'est le pilotage, c'est la production Exactement. électrique. Mais toute la partie maintenance, amélioration, modification, et ainsi de suite, c'est concerné. Bon, parfait. Et oui, oui, tout à fait, hein. Le propos, c'est ça, c'est que l'exploitation en tant que telle n'est pas concernée. Tout ce dont elle a besoin pour pouvoir maintenir ses activités est concerné. Maintenir ou créer. Parce que vous l'avez vu, hein, là, on parle du maintien du parc dans des conditions de sûreté, bien entendu, acceptables. Eh bien, il y a également tout ce qui est nouveau nucléaire. Et donc, pour rester de nouveau pour revenir, pardon, à la partie combustible, tout ce qui est retraitement et tout ce qui est gestion de déchets également concerné. Donc, ça fait un nombre assez conséquent d'activités diverses et variées, et ça représente, de toute façon, on est dans la centaine de milliers d'emplois à travers la France, hein. Donc, et encore, on en est que là, et vous l'avez vu ces derniers jours, on le voit partout, que c'est un secteur qui doit recruter. J'ai vu indiquer jusqu'à 10 000 personnes par an pendant au moins 10 ans pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc là, on est sur quelque chose qui va être exponentiel au titre du nombre de personnes concernées et d'entreprises concernées. Je te repasse la main, Christophe, pour parler plus spécifiquement en fait du delta. Juste pour introduire, comme Christophe l'indiquait tout à l'heure, l'ISO 9001, elle est reprise, et là pour le coup à l'identique, dans la 19443.
Donc en fait, dans cette norme, vous avez la 9001 et puis vous avez des ajouts liés à la sûreté qu'on va vous détailler, sans aller forcément trop loin dans le détail, mais par rapport à des thématiques qui sont les thématiques clés, de la 19443. Je te laisse, nous en faire l'introduction. C'est ça, effectivement, comme c'est écrit dans le titre, hein, donc l'ISO 19443, donc ça s'appelle Système de management de la qualité, et ils ont précisé exigences spécifiques pour l'application de l'ISO 9001 par les organisations de la chaîne d'approvisionnement du secteur de l'énergie nucléaire fournissant des produits ou services importants pour la sûreté nucléaire. Donc on est vraiment sur l'ISO 9001 plus des éléments spécifiques à la partie nucléaire. On précise évidemment donc les éléments, donc les IPSN importants pour la sûreté nucléaire. Donc ça, c'est quelque chose que si vous êtes dans le nucléaire, vous devez connaître. Ça vient évidemment directement de la réglementation. Donc c'est tout ce qui est les caractéristiques d'un produit, service, article ou activité dont la défaillance pourrait entraîner une exposition indue à des rayonnements pour les personnes et l'environnement. Donc c'est très large, c'est repris dans l'ISO 19443, et donc directement que vous touchez à une activité ou un produit ou un service IPSN, vous êtes concerné en fait par l'ISO 19443. Pour vous expliquer un petit peu le contenu de l'ISO 19443, en tout cas les ajouts par rapport à l'ISO 9001, on a décidé de diviser ça en 5 parties. Donc l'aspect vraiment priorité à la sûreté nucléaire, la partie donc identification des articles et activités IPSN et l'approche graduée. Le cascade des exigences et la remontée d'informations à l'ensemble de la sous-traitance et des différents rangs que soit vous êtes parmi ces rangs de sous-traitance, soit vous sous-traitez directement votre activité à d'autres sous-traitants, donc vous êtes concerné aussi. Les activités de conception et de production, dont un risque particulier de contrefaçon et fraude qui est spécifique un petit peu au nucléaire. Et puis une partie sur le rôle, les compétences et le management. Donc vous allez voir, il y a pas mal de sujets, il y a pas mal d'éléments à apporter. Je ne vais pas tout expliquer, parce que ça va être trop long, mais on a souhaité quand même vous fournir l'ensemble de ces explications pour vous donner un petit peu une vision complète de ce qu'il faut apporter en complément de l'ISO 9000. Donc sur la première partie, donc priorité à la sûreté nucléaire. Donc évidemment, là, la sûreté est de la responsabilité de l'organisme. Évidemment, il y a toute la partie engagement de la direction, leadership, d'être vraiment conscient qu'il y a la sûreté nucléaire, développer une culture de sûreté nucléaire dans l'entreprise et que la sûreté nucléaire devienne prioritaire par rapport à tous les autres sujets. Si on redéfinit rapidement la sûreté nucléaire, hein, donc ça couvre l'ensemble des dispositions techniques et les mesures d'organisation prises en vue de prévenir les accidents ou d'en limiter les effets. On est à la fois sur la prévention et la réduction des effets, comme sur la partie sécurité du personnel, mais là c'est sur la sûreté nucléaire. Et donc ça touche toutes les parties, hein, conception, construction, fonctionnement, arrêt, démantèlement des installations nucléaires de base, plus le transport évidemment des substances radioactives, définition de l'IRSN. Voilà, donc on est vraiment sur mettre la sûreté nucléaire en premier lieu de tous les sujets de l'entreprise, même avant la sécurité du personnel, avant la qualité des produits, avant les relations clients, avant tout. La sûreté nucléaire est le premier sujet que vous devez prendre en compte si vous vous lancez dans l'ISO 19443, et j'ai envie de dire, si vous travaillez sur des activités IPSN. Sur la deuxième partie, Oh, pardon. pas de souci. C'est revenu. On est revenu en arrière, Aude. Oh, pardon. Donc justement, puisqu'on dit si vous travaillez sur les activités IPSN, vous êtes concerné. Mais qu'est-ce qu'on sait si on travaille sur des activités IPSN? Alors ça, c'est un gros sujet, un très très gros sujet, parce que c'est assez complexe. Qui décide, est-ce que c'est une activité IPSN ou est-ce que c'est pas une activité IPSN? Alors des fois, c'est très très facile. Selon ce que vous faites comme activité, des fois c'est évident. Si vous travaillez sur le cœur du réacteur, c'est évident que vous travaillez sur une activité IPSN. Mais si vous êtes dans un bâtiment annexe, sur une canalisation un petit peu connexe et un petit peu dérivée, bon, on ne sait pas trop toujours si c'est une activité IPSN ou pas. Il y a des règles à suivre, et il y a surtout un constructeur, un exploitant qui doit vous aider aussi à définir si vous travaillez sur une activité IPSN ou pas.
et ou vous aussi, en fonction de l'impact de votre activité sur potentiellement les autres activités autour de vous, vous pouvez prévenir que vous allez avoir un impact et peut-être compromettre, mettre en danger une fonction de sûreté de la centrale ou autre, qui pourrait du coup nécessiter une classification de votre activité en IPSN. Ça, c'est la base. C'est-à-dire que si vous n'avez déjà pas commencé à identifier l'ensemble de vos activités IPSN, vous ne savez pas sur quoi s'applique l'ISO 19443. Donc ça va être compliqué à mettre en place. Parce qu'on rappelle, l'ISO 19443, contrairement par exemple à l'ISO 9001 qui peut s'appliquer à l'ensemble de l'entreprise, l'ISO 19443, on l'applique qu'aux activités IPSN. Donc si vous avez des activités IPSN, des activités non IPSN, sur les activités non IPSN, j'ai envie de dire, appliquez l'ISO 9001 uniquement. Et sur les activités IPSN, vous appliquerez l'ISO 9001 plus les compléments apportés par l'ISO 19443. Donc voilà, premier point à faire, c'est vraiment ça. Lister l'ensemble des activités, identifier toutes celles qui sont importantes. Très souvent, vous êtes vous-même, vous faites partie d'une supply chain, vous faites partie vous avez un donneur d'ordre. Ce donneur d'ordre doit aussi vous donner des informations concernant les activités sur lesquelles vous travaillez, les éléments de la centrale et ainsi de suite, et vous dire si ils sont IPSN ou pas. Alors en France, c'est spécifique, on a un classement qui est un petit peu différent. On parle d'IPSN, mais on n'en parle pas tant que ça. On parle beaucoup sur le terrain d'AIP ou d'EIP, donc les activités importantes pour la protection ou les éléments, équipements importants pour la protection, qui sont plus ou moins une traduction de ce que veut dire IPSN dans le langage, on va dire, français, en tout cas dans l'interprétation française. Donc c'est un tout petit peu plus complexe que ça, mais je vais vous dire, si vous êtes sur des AIP EIP, vous êtes sur de l'IPSN. Voilà, on va rester là pour ce webinaire, et puis si jamais vous rentrez dans la 19443, vous essayerez de compléter un petit peu cette traduction, qui est un petit peu inexacte, mais qui est quand même à 99% juste. Pour Donc voilà. information complémentaire, il y a un livrable justement travaillé par les donneurs d'ordre et pas que EDF, qui utilise principalement cette définition d'AIP, EIP, qui est concerné. Et donc oui, il y a un livrable qui est sur IPSN versus cadre réglementaire français qui va sortir cet été. Et bah parfait, comme ça on Dans aura les travaux non, mais c'est une question qu'on se voilà, c'est une problématique depuis le début, pour la filière en France, et donc ça va être adressé prochainement, et ça va être très intéressant d'aller regarder le résultat de ces travaux. Super. Dernier point, qui parle sur la partie approche graduée. L'approche graduée, c'est finalement ce qu'on a l'habitude d'appeler l'approche risque aussi quelque part, c'est de dire plus il y a de risques, donc là plus il y a de risques en sûreté nucléaire, plus on va mettre de ressources, plus on va travailler pour réduire ce risque. Évidemment, moins il y a de risques, moins on va mettre de ressources sur les petits risques entre guillemets. Donc c'est ça l'approche graduée, c'est de gérer en priorité et avant tout les éléments où il y a le plus de risques. La troisième partie, donc la cascade des exigences relatives aux IPSN, donc AIP, EIP si vous voulez, et la remontée d'informations. Encore une fois, on n'est pas tout seul à travailler, il y a toute une chaîne de valeur qui travaille, on peut être un sous-traitant d'un donneur d'ordre, on peut avoir nous-mêmes des sous-traitants qui travaillent pour nous ou à notre place. Là, ce qu'on va s'attarder, c'est surtout de s'assurer que l'ensemble des informations, et notamment les informations relatives aux IPSN, sont bien transmises depuis l'exploitant jusqu'au dernier sous-traitant de la chaîne de valeur. Et ça, c'est pas si simple parce que souvent on donne pas toutes les informations à tout le monde, on oublie des fois des infos, il y a des informations qui se perdent, et ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important au niveau de l'ISO 19443, c'est de maîtriser la cascade des exigences, parce que c'est à la fois maîtriser de donner les informations, mais aussi s'assurer que son propre sous-traitant respecte l'ensemble des exigences liées à la sûreté nucléaire. C'est pas le tout de sous-traiter et de se dire il se débrouille, c'est de se dire non, je suis responsable, moi, en tant que fournisseur, que mon propre sous-traitant respecte aussi l'ensemble des exigences qui me sont applicables à moi. C'est pour ça qu'on parle de cascade d'exigences, c'est pas juste transmettre des infos, c'est à la fois transmettre les infos pour qu'ils soient au courant et à la fois s'assurer qu'ils respectent bien l'ensemble des exigences. Ce qui veut dire aussi que finalement, l'ISO 19443, quand elle s'applique à quelqu'un, elle s'applique aussi à son propre sous-traitant, qui s'applique aussi à son sous-traitant, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
Et d'ailleurs, c'est bien précisé dans l'ISO 19443, quand vous sous-traitez une activité IPSN, vous devez vous assurer que le sous-traitant respecte l'ensemble des exigences de l'ISO 19443. Donc c'est pour ça aussi qu'on disait que c'était quelque chose qui était un petit peu finalement obligatoire, c'est qu'à partir du moment où il y en a un, notamment un grand donneur d'ordre comme EDF ou Framatome ou Orano, qui se lance dans l'ISO 19443, il va demander à ses propres sous-traitants de répondre à la 19443, qui eux-mêmes vont demander à leurs sous-traitants, et ainsi de suite, jusqu'au bout de la chaîne. Donc du coup, à la fin, tout le monde va appliquer l'ISO 19443. Alors, en étant certifié ou non, ça c'est un choix de l'entreprise, mais dans tous les cas, il va falloir appliquer l'ensemble des exigences qui sont dans cette norme. Donc là, Aude disait tout à l'heure, au tout début, que les normes de système de management sont des normes volontaires, sauf quand elles sont un petit peu forcées par le marché et par les donneurs d'ordre. On est exactement là-dedans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où EDF a dit moi je me lance dans la 19443, quand on est allé les auditer, on a dit d'accord, mais dans la norme, c'est écrit que vos sous-traitants doivent respecter l'ensemble des exigences de la 19443. Comment est-ce que vous me le prouvez? Vous le savez a priori puisque vous êtes dans le métier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, dans leur cahier des charges, ils ont dit, à partir de 2021, je crois, ils ont dit, maintenant, je veux que tous mes sous-traitants respectent la 19443. Et ils font des audits et ils contrôlent et ils vérifient évidemment que c'est fait. Donc ça se décline au fur et à mesure du renouvellement des contrats. Donc là, on est en 2024, on devrait bientôt avoir balayé, parce qu'en général, les contrats sont à peu près de 5 ans maximum. 5 ans, oui. Voilà, donc d'ici 2026, max, tout le monde aura contractuellement l'exigence de respecter les exigences de la 19443. Donc ça va forcément arriver à tout le monde. Et puis comme c'est par cascade, même ceux qui ne sont pas en contrat direct avec EDF devront respecter aussi les exigences de cette norme. Donc ces exigences, elles sont larges, il y en a plein évidemment, sur la partie opérationnelle, sur la partie gestion des risques avec l'approche graduée, sur la qualification des prestataires avec lesquels vous travaillez, sur l'aspect revue documentaire, sur les qualifications du personnel et tout ça. Il y a un certain nombre d'exigences hyper importantes parce qu'on parle de sûreté nucléaire qui sont évidemment déclinées dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Sur la quatrième partie qu'on a définie, donc sur la partie maîtrise des activités, là on est vraiment sur une maîtrise totale des activités IPSN avec les choses classiques que vous connaissez si vous travaillez dans le nucléaire, vérification, validation des documents, pratiquement tout ce qu'on fait, par des personnes compétentes, prouver les compétences des personnes. Certaines parties, notamment partie validation, doivent être indépendantes de la réalisation. On doit démontrer la conformité des exigences selon l'application qu'on a prévue sur le terrain. On doit justifier, documenter les différents éléments, notamment quand il y a des modifications. On doit évidemment maîtriser l'ensemble des éléments et des moyens qu'on met en place, notamment à la partie conception, les outils informatiques, les logiciels. On doit aussi valider les compétences des personnes qui utilisent ces logiciels. On doit qualifier les outils de production, on doit surveiller et mettre en place des équipements de mesure, de contrôle, d'essai. C'est des choses qu'on a l'habitude dans le nucléaire de faire, mais c'est bien précisé avec toute la traçabilité nécessaire, avec toutes les compétences nécessaires, et c'est évidemment vérifié lors des audits. Oui, t'es passé, pardon. Ah, pardon. C'est bon, c'est bon. Oui, du coup, on a repris un petit peu les différents éléments là, sur la partie production que je vous avais déjà un petit peu listé juste avant. N'hésitez surtout pas à parler de sensibilisation des intervenants, notamment ceux qui sont une tâche sur les activités IPSN, la traçabilité documentée, l'enregistrement, tout ça, l'archivage et la conservation des informations documentées dans le temps. Les déclarations de conformité des produits, tous ces éléments-là qui font partie du quotidien des activités du nucléaire, qui sont reprises évidemment dans l'ISO 19443 de manière très précise, très détaillée, pour que rien ne soit oublié, tout simplement. Et enfin, un risque que vous connaissez peut-être pas, parce que c'est vrai qu'il est en général géré par uniquement les activités qui gèrent de la sûreté, ce qu'on appelle donc le risque CSF, on dit souvent en anglais, c'est pour ça que j'ai eu du mal, donc contrefaçon, suspect et fraude.
Donc là, c'est vraiment de sensibiliser l'ensemble des personnes, l'ensemble des niveaux hiérarchiques à ces risques de contrefaçon suspects, de fraude. Ça, c'est à la fois dans les aspects contractuels, dans les aspects opérationnels, conception, développement, contrôle, à tous les niveaux, c'est de se poser la question, est-ce qu'il y a un risque de contrefaçon? Est-ce qu'il y a des choses suspectes dans l'organisation, dans la façon de travailler? Et évidemment, est-ce qu'il y a des fraudes? Alors, c'est pas forcément des fraudes financières, hein, ça peut être des documents qui sont validés sans avoir été relus, des, des logiciels qui n'ont pas été contrôlés, qui n'ont pas été qualifiés, des personnes qui signent des documents alors qu'ils n'ont pas les qualifications nécessaires, et ainsi de suite. Tout ça, ça fait partie de ces risques de contrefaçon, de suspects, de fraude, qui peuvent du coup laisser passer des éléments peut-être pas conformes, en tout cas qui ne respectent pas l'ensemble des exigences de sûreté nucléaire, pour aller être installé sur une centrale. Donc, typiquement, on a entendu parler des problématiques de contrôle de corrosion sous contrainte, des choses comme ça qui ont été mal faits. Ça, c'est passé dans les journaux, donc je peux en parler. Mais on a tous entendu, en tout cas si vous avez travaillé sur centrale nucléaire, on a tous entendu des contrôles qui ont été plus ou moins bâclés, des gens qui ont signé alors qu'ils n'avaient pas le droit de signer, ou des choses comme ça sur des documents. Typiquement, ça c'est quelque chose qu'il faut maîtriser le plus possible dans sa propre activité et évidemment avec ses propres sous-traitants. Donc il faut en parler, il faut former les gens, il faut contrôler, il faut vérifier que ça marche. Enfin, la dernière partie qu'on voulait partager avec vous concerne tout ce qui est rôle, compétences et management. Donc là, comme on le dit un petit peu, c'est vraiment mettre la culture sécurité au centre de l'organisation, avec évidemment un engagement que la sûreté ne sera jamais compromise par une autre préoccupation. C'est ce qu'on disait, c'est sûreté first. On demande aussi à la nomination d'un référent qui gère la qualité et la sûreté dans l'entreprise et qui a un accès direct à la direction de l'entreprise. Même s'il n'y a pas de relation hiérarchique différente et qu'il y a des intermédiaires, il doit avoir une possibilité de directement de parler à la direction parce que, in fine, c'est quand même la direction qui est responsable des activités, notamment des activités en lien avec la sûreté nucléaire. Donc il faut qu'il ait un accès direct et qu'il puisse soulever les problèmes. On va sensibiliser la culture sûreté à tous les niveaux, on va documenter les différents éléments, l'approche processus, l'approche par les risques, l'approche graduée dont on parlait tout à l'heure. On va évidemment communiquer sur les différents éléments et notamment s'il y a des problèmes liés à la sûreté, il faut communiquer, il faut être transparent dans la communication. Et évidemment, on va vous demander de traiter les écarts, les problématiques. Et en plus, on va vous demander de prendre en compte tout ce qui est facteur organisationnel et humain. Et ne pas l'oublier, c'est déjà plus ou moins demandé dans l'ISO 9001, mais sans le préciser. Là, c'est précisé clairement, donc vous ne pouvez pas y couper. Donc, quand il y a un problème de sûreté, vous ne pouvez pas juste dire oui, une procédure pas à jour, ou oui, il y a un mec qui a fait une connerie. Non, la connerie, ça ne suffira pas. Il va falloir expliquer d'où peut venir cette erreur, pourquoi cette personne a fait une erreur, et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer en termes d'organisation, de management, de formation. Peut-être que la personne, elle venait de faire je sais pas, 3 semaines différentes de suite à 3 centrales différentes et qu'elle était un petit peu fatiguée, donc elle avait un petit peu marre de faire ses contrôles ou de remplir des papiers ou autre, et du coup elle a fait une erreur tout simplement, donc ça à prendre en compte dans son organisation évidemment, à améliorer. Et évidemment, intégration du REX, des bonnes pratiques, des plans d'amélioration, tous ces éléments-là qui existent déjà à côté ISO 9001 mais qui sont encore renforcés en prenant en compte la sûreté nucléaire. Et enfin, sur la partie purement compétences, et je crois que j'en ai fini. Évidemment, donc tout ce qui est traçabilité de la gestion des compétences, ça semble assez évident pour les interventions sur activité IPSN. Identifier tout ce qui est charge, compétences, pour pouvoir anticiper tout ce qui est recrutement, tout ce qui est formation. Évidemment, documenter la qualification pour certaines missions, notamment les auditeurs ou les contrôleurs, ou des choses comme ça. L'indépendance du contrôle pour les missions en lien avec les activités IPSN, alors pas forcément toutes, mais la plupart quand même. Et puis évidemment, encore une fois, la sensibilisation des intervenants. Donc on rentre encore sur des choses qui sont assez classiques, qui sont déjà présents dans les activités habituelles que vous pouvez connaître sur centrale nucléaire, mais qui là, on exige les aspects de traçabilité et, comme d'habitude, ce sera contrôlé en audit. Donc voilà un petit peu le panel de la 19443, en plus de l'ISO 9001. Évidemment, si vous avez des questions un peu plus spécifiques ou quelque chose, peut-être que vous avez déjà lu la 19443, que vous avez une question, n'hésitez pas à poser vos questions soit dans le module conversation de Teams,
soit lever la main, puis on vous donnera la parole. Merci Christophe. Bon, je vais reprendre rapidement sur la fin. Donc, vous voyez à l'écran, hein, je ne vais pas détailler, mais l'idée, comme le présentait Solène dès le début, c'est que là, vous avez des représentants du groupe AFNOR. Le groupe AFNOR, c'est plusieurs activités. La partie édition, vous pouvez vous procurer les documents. La partie compétences, vous avez donc ces différentes formations que je vous invite à aller consulter donc pour faire monter en compétences des personnes sur le sujet. Vous avez également, bien sûr, la partie certification. Et pour le mouton à 5 pattes, pour le besoin de mise en relation, par exemple, avec quelqu'un qui peut réaliser un consultant, par exemple, qui peut réaliser une activité d'accompagnement qui est complètement, faite pour vous. Nous avons un service, enfin une prestation qui s'appelle le bouche à oreille, qui permet, cette mise en relation. Vous aider à bien définir votre demande et vous mettre la bonne personne, à disposition en face, pour y répondre. Ouais. Et juste, je précise Oui? aussi pour la consultation des normes, si vous avez Mmh. besoin de les consulter avant de Oui. décider de les acheter, puisque sur la boutique, vous en aurez un résumé, mais vous pouvez les consulter dans leur intégralité. N'hésitez pas à revenir vers moi pour que je vous explique où vous pouvez le faire en Oui. Bourgogne-Franche-Comté. Très juste, c'est vrai que sur site, vous pouvez, sur une délégation, vous pouvez aller les lire. C'est intéressant tout de même. Un déroulé je vous ai fait une petite slide sur le déroulé de la certification, mais pour pouvoir laisser un peu de temps aux questions-réponses, je vais aller assez vite. C'est simplement pour que vous puissiez vous rendre compte qu'entre une phase de diagnostic en interne pour un organisme et le fait d'être prêt pour, accueillir un ou des auditeurs au titre d'un audit pour une certification, il faut compter, selon la taille et la complexité, du système de management que vous présentez, entre 6, 15 mois, voire 18 mois, pour des systèmes très complexes. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous et vous aurez des personnes dédiées qui pourront, bien sûr vous expliquer ça par rapport à votre cas particulier. Mais ayez en tête que vous êtes face à quelque chose qui est engageant en termes de temps et qu'une fois que vous avez donc votre audit, de certification initiale, vous êtes, engagé sur 3 ans. C'est une certification de système, c'est, un cycle de 3 ans. Un audit initial, un suivi à 1 an, de l'audit initial, un suivi 2, un renouvellement et on continue. Comment ça se passe concrètement? Vous avez sur la partie, donc, étape 2, audit, sur votre site, hein. Vous avez une réunion d'ouverture. L'auditeur, souvent c'est un auditeur, ça peut être plusieurs si vous avez des durées importantes. Vous avez donc après des échanges avec la direction. Vous avez le responsable, on parlait de leadership tout à l'heure, qui doit être en capacité d'expliquer, d'où vient son entreprise, quels sont ses objectifs, sa politique et cetera. Ensuite, l'audit des activités, puis l'audit des dispositions d'amélioration. Typiquement, si vous avez repéré dans votre organisme des choses qui n'allaient pas, que vous les avez corrigées et que l'auditeur voit exactement, comment vous avez fait tout ça et que vous êtes déjà dans des bonnes dispositions pour vous améliorer vous-même, vous montrez que votre système, il est tout à fait fonctionnel. Et à la fin, clôture avec donc les conclusions de l'audit et la proposition de certification. C'est-à-dire, l'auditeur est en capacité de vous dire: «Au vu de ce que j'ai vu, je vais recommander que la décision soit, par exemple, favorable». C'est pas lui qui va décider. Pour des raisons d'impartialité, ça passe derrière en expertise, chez AFNOR Certification pour décider quelle est la décision finale. À noter, au titre de la 19 443, il y a une clause spécifique d'accréditation qui induit que vous ne pouvez pas avoir de non-conformité non soldée et une décision favorable. Il y a une obligation de réaction dans un temps très court après la clôture. Il peut y avoir des choses qui vont pas, mais que ça soit pas rédhibitoire au titre d'une certification. Sauf qu'il va falloir mettre en place des actions suffisantes à 45 jours pour que sous 90 jours, l'organisme de certification ait pu constater qu'il y a un solde de l'ensemble des non-conformités. Donc ça, voilà, c'est pour vous expliquer en amont que, ça, c'est quelque chose, vous l'imaginez bien, c'est une disposition qui a été voulue par les donneurs d'ordre pour être dans des systèmes qui sont extrêmement efficaces. Ce qui veut dire qu'il y aura un temps de vérification, potentiellement vérification documentaire, à l'issue de l'audit pour pouvoir, s'assurer que les choses ont été solutionnées. Résultat d'un audit, je ne vais pas passer dans le détail, mais voilà, on parlait de non-conformité. Vous pouvez également point sensible, moi ça j'ai déterminé qu'en 19 443 on n'en mettait pas. Mais vous pouvez également avoir des pistes de progrès, qui sont des axes d'amélioration et des points forts. Donc ça permet aussi de faire un état des lieux de votre système en mettant en avant ce qui est très bon, ce qui est plus problématique et ce qui est, voilà, qui est un peu
un peu problématique et qui peut devenir une non-conformité sera identifié également. Et pour finir, je voulais vous montrer tout de même, parce que ça fait toujours plaisir, qui sont nos clients dans le nucléaire et quelques-uns de nos certifiés ISO 19443, dont je pense que vous reconnaîtrez les logos assez facilement, pour montrer que nous avons des échanges, je pense, intéressants et constructifs avec des acteurs clés de ce domaine. Et on va passer aux questions-réponses pour vous laisser quand même un peu le temps de vous exprimer. Oui, une personne qui a levé la main, si on pouvait lui donner la parole, j'avoue que j'y arrive pas, moi. Attendez, moi je vais de toute façon. Mais moi non plus, j'ai pas la vue sur les C'était- participants, oui. alors je peux pas. Moi, je vais Je arrêter dis, le c'est partage. monsieur Yoann Bouvier. Alors, monsieur Bouvier, si vous activez votre micro, vous pourrez prendre la parole. Oui, bonjour. Merci. Tout d'abord, merci de la présentation qui était très claire et qui montre bien on va dire le scope de la certification. Moi, si je me suis intéressé à ce webinaire, désolé pour tout le monde, hein, mais c'est un cas particulier. Nous sommes fabricants de luminaires et dans le cadre d'un appel pour marché public, on nous a demandé la conformité à cette norme. Et en fait, je l'avais un petit peu lu, j'avais regardé 2-3 éléments, et ce que je vois aujourd'hui de votre présentation me semble vraiment très très lourd, très engageant pour finalement, j'irais presque dire juste de l'éclairage. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément dans la culture de mon domaine d'activité. Le fabricant des modules de LED, on ne va pas aller voir celui qui fabrique la petite LED pour lui dire est-ce que tu es conforme à la sûreté nucléaire. L'opérateur qui assemble le luminaire, lui expliquer qu'il y a un risque nucléaire s'il a mal assemblé son produit, c'est pas forcément intuitif. Et je dois avouer que je comprends très bien ce que vous dites et ça me semble très bien pour la sûreté nucléaire au global de la centrale, mais j'ai beaucoup de mal à voir comment l'appliquer dans ma société et comment j'arriverai à être conforme compte tenu du niveau d'exigence par rapport à mon domaine d'activité en fait. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous aider sur cette gradation, sur comment faire, est-ce qu'il y a un mode dégradé, je ne sais pas. Mode dégradé, non, malheureusement. Je ne pourrais pas vous donner la réponse parce qu'il faudra rentrer dans le détail de votre activité, mais je peux vous donner des pistes de travail. Là, en fait, il faut voir, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais qu'il fallait identifier les activités IPSN. En fait, vous, si on vous a demandé de respecter la 19443, déjà, il faudra peut-être creuser, peut-être que c'est une exigence mise à tout le monde et puis on n'a pas réfléchi. Ou peut-être que c'est possible, c'est possible. Ah bah en ce moment, ils sont en ceinture bretelle. Hein. Voilà, c'est possible que des fois ils en demandent trop. Bon, au-delà de ça, c'est possible aussi que l'éclairage a été considéré comme étant nécessaire pour conserver, pour respecter, enfin pour garantir la sûreté nucléaire, pardon. Mais c'est pas forcément votre activité à vous, c'est-à-dire que ça peut être indirect. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'éclairage, par exemple, à un endroit, peut-être qu'on ne pourra pas travailler et garantir la sûreté nucléaire. Donc en fait, vous, votre activité, il faut qu'elle garantisse qu'à 100% des moments où on en aura besoin, il y aura l'éclairage nécessaire pour. Donc vous, c'est pas forcément la personne qui crée le luminaire ou machin ou ainsi de suite, ça peut être des validations en termes de conformité du matériel, en termes de qualité, en termes de durée dans le temps, en termes de comment dire que ça garde aussi en fonction des intempéries ou autres, je ne sais pas si c'est en intérieur ou à l'extérieur, bref, que votre luminaire va assurer sa fonction, quelle que soit la problématique qui pourrait se passer. Ça peut être ça, par exemple, vous, dans la partie sûreté nucléaire, ça peut être ça qui peut rentrer dans le cadre. Ça peut être aussi lors de l'intervention. C'est-à-dire que lors de l'intervention, quand vous allez brancher, installer, accrocher ou autre vos luminaires, vous pouvez potentiellement être à risque d'impacter la fonction de sûreté des appareils qui sont autour de vous. Et dans ce cas, l'installation en elle-même va être une activité sensible. Voilà, je donne des pistes, hein, je ne sais pas exactement dans votre cas un peu particulier. Donc il faut creuser dans ces éléments-là, savoir en fait qu'est-ce qui est concerné. Et peut-être qu'effectivement, peut-être que celui qui fabrique, on va quand même lui demander des éléments pour lui dire bah oui, mais vous, si vous fabriquez mal en fait votre luminaire et qu'au lieu de durer, je dis n'importe quoi, 10 000 heures de fonctionnement parce que vous l'avez mal monté ou vous l'avez un petit peu abîmé en le montant ou ainsi de suite, il tient que 2000 heures. Dans le déroulé de l'organisation et de la maintenance de la centrale, on va se dire on va les changer toutes les 8000 heures pour se garder un peu de temps pour être sûr que ça passe, au lieu des 10 000 qui sont garantis. Puis finalement, au bout de 2000, ça plante. Et puis finalement, le jour où on a besoin de la lumière, il n'y a pas de lumière, ça impacte la sûreté nucléaire.
Donc, vous voyez, la problématique, elle est là aussi. C'est-à-dire que vous, c'est pas forcément directement vous qui concernez la sûreté, mais peut-être que votre luminaire à vous va aider à. Donc est concerné. Donc, effectivement, la remarque que vous avez mise, c'est le problème de savoir jusqu'à. Là, il y a un écho, je suis désolé. Voilà, le problème, effectivement, vous avez dit, le problème de savoir jusqu'à quel niveau de sous-traitance on doit descendre, et effectivement, c'est pas simple. C'est pour ça qu'on l'a mis en avant dans les 5 sujets qu'on a abordés, qu'on a mis en numéro 2, c'est que la priorité, c'est de savoir quelles sont les activités qui sont concernées. Et c'est pas simple, on est entièrement d'accord. Et pour rebondir sur ce que vous avez dit en intro, oui, on vous l'a pas caché hein, depuis le début, c'est un gros sujet. Hein. La 19443, c'est un énorme boulot, et même des entreprises qui pourtant en sûreté nucléaire sont quand même déjà capées, les premiers audits, ça leur a fait bizarre. Hein. Parce que les exigences sont hyper importantes, le niveau attendu est hyper élevé, et derrière, bah forcément, comme on disait tout à l'heure sur les audits, ils sont sortis avec un certain nombre de non-conformités, alors qu'ils s'attendaient à ce que ça passe tranquille, quoi. Donc, je ne veux pas vous faire peur, hein, c'est pas l'idée, mais non, mais c'est de toute façon, tous les fabricants de produits sont à la même enseigne que nous. Je veux dire, le nucléaire n'est pas forcément quelque chose qui est institutionnalisé dans le domaine de l'éclairage. On sera tous à la même enseigne, mais c'est vrai que pour l'instant, ça fait quand je vois le mur qui est en face, il est imposant. Il l'a été pour des gens qui sont pourtant habitués à la sûreté nucléaire, très clairement. Mais là, en même temps, on est dans on l'a explicité, je pense, on est quand même dans une remise à niveau de l'ensemble de notre chaîne. Hein. C'est un challenge national, j'ai envie de dire, et il faut qu'on puisse y répondre avec le niveau d'attendu. Cette norme fait partie des socles qui vont nous permettre d'atteindre des objectifs. Donc après, par contre, il faut juste préciser que pour beaucoup d'entreprises multisectorielles qui adressent plein de types d'activités, vous avez un tout petit périmètre qui peut être concerné. C'est-à-dire vous pouvez avoir quelques personnes dévolues à cette activité-là. Bon, déjà, nous, en organisme de certification, on va dimensionner votre audit par rapport à ça. Et ça sera peut-être que ces personnes-là qui devront être adressées au titre d'exigences spécifiques. Vous voyez? Et pas du tout l'ensemble de votre entreprise. Ça, il faut bien le comprendre parce qu'il y en a beaucoup parmi nos clients même qui sont, qui vont aussi bien aller travailler pour le nucléaire que pour l'aéronautique, que pour le médical, etc. Et donc, je vais parler vulgairement, ils saucissonnent un peu leur système de management par rapport vous voyez, à l'objectif, à la demande client. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. Ce que je vous conseille, c'est de vous rapprocher de votre donneur d'ordre pour savoir un peu plus ce qui est attendu en termes d'activité IPSN ou AIPEIP si vous travaillez chez EDF, pour savoir vraiment ce qui est concerné pour votre activité propre et en déduire un petit peu ce que vous devez faire, parce qu'effectivement, si vous n'avez pas plus d'infos, vous n'allez pas savoir quoi faire finalement. On va donner la parole. Oui, tout à fait, monsieur Lepage, levez la main depuis tout à l'heure, tout de même qu'on ait le temps d'adresser votre question. Est-ce que vous pouvez nous l'adresser à l'oral ou Voilà, ça y est, le micro est activé pour monsieur Lepage. Vous pouvez parler si vous désactivez votre micro. Voilà. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, tout à fait, merci. Oui. Merci pour la présentation tout d'abord. Moi j'ai une question. Vous avez dit l'ISO 19443, c'est l'ISO 9001 plus des exigences spécifiques au nucléaire. Est-ce que ça veut dire que lorsqu'on est certifié 19443, on est implicitement certifié ISO 9001? Alors, vous savez quoi? À périmètre identique, mais ça, c'est AFNOR Certification qui le détermine. Hein. C'est nous, on s'est positionné comme ça. On vous délivre la 9001 cadeau. C'est 2 pour le prix d'une. Voilà, sur le même Ok, périmètre. ça marche. Chez nous, oui, pas forcément chez nos concurrents. C'est ça, c'est une posture de notre part. Mais ça oui, marche. oui. Et comme l'a dit Aude, à périmètre identique, c'est-à-dire que si vous avez une petite activité nucléaire et tout le reste, on peut tout auditer, hein, mais dans ce cas, c'est un audit 9001 complet plus une 19443 sur la petite activité nucléaire. Oui, parce que ça parle, si on a plusieurs clients, admettons, il y en a, la 19443 ne va pas leur parler. Donc, si vous êtes certifié 19443, vous dire, ouais, très bien, mais ça ne m'intéresse pas. Quoi. Ok. Merci. De rien. Et petite information complémentaire, si vous êtes déjà 9001 chez nous, vous avez des durées de renouvellement qui s'appliquent et non des durées d'initiale en ISO 19443, ce qui n'est pas du tout anodin. Ah oui, d'accord. Merci. Je vous en prie. Alors, nous avions une main levée que j'ai vu passer de Madame Pochet. Petit écho.
Là, le micro est activé, Madame Pochet. Oui, bonjour. Du coup, moi aussi, merci pour cette présentation, en tout cas très intéressante, très succincte, parfait. Je voulais savoir, tout à l'heure, vous évoquiez qu'il fallait à peu près entre 6 et 15 mois pour une entreprise à partir du moment où elle décide où elle décide d'une certification ISO 19443. C'est sur la base d'une entreprise qui n'a aucune culture qualité 9001 ou sur la base d'une entreprise qui est déjà certifiée 9001 et qui souhaite être 19443. Du coup, moi, pour information, je travaille pour une entreprise où on est ISO 9001 depuis à peu près 20 ans. On est EN 9100 depuis 13 ans. Et donc là, on projette la certification 19443. Donc la culture qualité, on l'a. Ok. Et est-ce que c'est sur cet ordre de temps aussi qu'on doit se baser ou pas? Dans votre cas, effectivement, pour vous dire, vous êtes loin d'être les seuls de l'aéronautique à être intéressés par ce domaine. Et on a pu constater, oui, qu'il y avait quand même un delta qui était vachement moins important, très clairement. Parce qu'il faut être clair, les donneurs d'ordre du nucléaire, ils se sont inspirés du cadre mis en place par l'IAQG, donc la partie aéronautique, pour créer le leur. Donc, D'accord. vous regardez les deux, vous allez trouver des similitudes, c'est obligé. Donc effectivement, vous êtes plutôt dans la fourchette basse. Le délai que j'ai exposé, c'était en gros, soit vous avez rien du tout et vous voulez aller à la 9001, soit vous avez la 9001 et vous voulez aller à la 19443. Ok, très bien. Merci. Moi, je vous en prie. Alors, je n'ai pas le nom, mais je vais donner la parole à Hervé. Donc, Hervé, il faut activer le micro. Allô? Oui, Allô? bonjour. Bonjour à tout le monde. Merci pour votre présentation. Avec plaisir. Je vous en prie. J'ai beaucoup appris. Moi, je suis Hervé Oulaï. Et j'ai une question vraiment, vraiment basique parce que j'aimerais savoir en fait comment ça se fait l'audit. Comment est-ce qu'on fait l'audit? Parce que moi, je suis dans un collectif de réflexion sur la RSE en Afrique. Et je m'occupe de tout ce qui est juridique. Et également, on propose des formations, mais on manque d'assez de sources d'informations pour pouvoir faire les audits dans les entreprises au niveau de tout ce qui est conformité avec les normes ISO. Donc, j'aimerais avoir quelque chose d'information auprès de vous parce que je suis surtout AFNOR certification. Je, Mm. je suis Là, vous beaucoup. ouvrez un sujet très, 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 très large parce que voilà, c'est notre métier et ce depuis un moment, AFNOR certification, que de réaliser de l'audit. Et ce que vous évoquez, c'est devenir organisme de certification, j'ai envie de dire, d'aller Ah non, vérifier un petit audit. Si vous parlez de réaliser des audits de conformité, c'est ça, hein. Mais écoutez, de toute façon, je vais remettre la slide avec nos contacts, parce qu'éventuellement, vous pouvez nous faire un petit mail. Parce que ça, là, pour le coup, c'est vraiment le socle de nos activités. C'est soit je vous en parle pendant un quart d'heure, soit je vous en parle pas du tout, quoi, parce que ça risque d'être un petit peu long. Mais n'hésitez pas, je vais partager de nouveau mon écran et mettre la dernière slide, voilà, que vous puissiez noter ok. nos Ben, contacts et nous faire un petit mail et puis on pourra échanger de cette manière. ok. Comme ça, au Euh, plus, c'est bon pour tout le monde d'avoir ben, ça. dernière question. Mmh. J'aimerais savoir, est-ce que le AFNOR certification a des liens avec, parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, on a le Codinorm. Donc, j'aimerais savoir si vous avez vous entretenez des relations. Bah, ça, je peux pas vous dire. On est présent, en Côte d'Ivoire, mais il faudrait faut qu'on se renseigne un petit peu.
Mais n'hésitez pas à nous refaire un petit mail et puis justement, ça me donnera l'occasion de poser la question à notre partie internationale qui pourra y apporter une réponse. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Je crois qu'il n'y a plus de main levée. Angie, tu avais levé la main. Ok. Très bien, non plus de questions. Un petit appel à participation pour les derniers. Non, ben 11h59, Mais très oui, bien. dites-moi. Nous C'est sommes pile parfait. dans les temps. Mais en tout cas, voilà, vous avez nos contacts pour les personnes du groupe AFNOR ici. Et puis, vous aurez, comme l'indiquait Monsieur Armand tout à l'heure, l'enregistrement qui sera mis à disposition sur la plateforme de la Vallée de l'Énergie. Merci à tous. Voilà, merci à toutes et tous. Merci Solène, Aude et Christophe pour cette présentation fort et éclairante. J'espère que ça aura donné envie à ceux qui ne s'y sont pas lancés voilà, de partir dans l'aventure ISO 9001 et 19443. Bien sûr, tous les intervenants restent à disposition, y compris pour la Vallée de l'Énergie, Madame Walgenwitz, Monsieur Ottmani et moi-même, dans le cas où vous seriez intéressés. On enverra donc à tous ceux qui ont laissé leur email, bien entendu, non pas les slides, mais plutôt le lien vers la vidéo, parce que les commentaires et les explications sont tout aussi éclairantes que les slides en eux-mêmes. Et puis, sur ce, je vous souhaite bon appétit et une très bonne journée. Merci Voilà. beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci. Au revoir. Bonne Au journée. revoir.